Bienvenue, imprudent mortel. Aujourd'hui, j'évoque avec vous les récits de l'empoisonneur d'Halloween. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende, mais en gros, elle consisterait quant au fait qu'un enfant aurait consommé des bonbons qu'on lui a donnés au cours d'une quête d'Halloween et en serait mort. C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui encore, les parents incitent leurs enfants à la plus grande prudence quant aux friandises qu'ils récoltent ce soir-là. Mais est-ce seulement vrai? Alors écoutez plutôt. Au soir du 31 octobre 1974, à Deer Park, au Texas, un petit groupe d'enfants commence leur chasse aux bonbons traditionnels. Vous devez connaître l'histoire, on frappe, on dit farce aux friandises, ou trick or treat donc en anglais. Les voisins offrent des bonbons que les enfants déguisés mettent dans leur sac. La tradition existe en France depuis une vingtaine d'années, très chouette. Mais ce soir-là, ce fut un peu particulier. Un père de famille accompagnait ses deux enfants, un garçon et une fille, qui frappaient aux portes de leur quartier. Ils étaient également accompagnés d'un voisin et de son jeune fils. Ils frappent aux portes, récoltent les bonbons, tout se passe bien, du moins au début. Et puis ils remarquent une maison dont toutes les fenêtres sont fermées et les lumières éteintes. Aux États-Unis, le soir d'Halloween, cela veut dire deux choses. Soit il n'y a personne, soit les gens sont là, mais n'ont pas envie d'être dérangés et n'ont rien à donner. Dans l'un cas comme dans l'autre, le message est clair. Aller frapper ne sert à rien. Mais bon, sait-on jamais, les enfants frappent quand même. Personne ne répond. Normal. Les enfants n'insistent pas et vont frapper une autre maison. Toutefois, l'un des pères de famille, celui qui a deux enfants et qui était opticien, donc de formation, reste en arrière, près de cette maison. Sans doute qu'il insiste. Mais quelques minutes plus tard, il rejoint le reste du groupe et, bonne nouvelle, finalement, quelqu'un lui a ouvert, dit-il. Il tient dans les mains ce qu'on appelle des pixie sticks. Si vous connaissez les poudres acidulées comme les Coco Bauer, c'était à peu près pareil, en goût en tout cas ce qui paraît, ou comme le Frizzy Pazzi. Mais les pixie sticks se présentaient de cette façon, c'est-à-dire c'était des longs tubes de papier fermés à leur extrémité. Pour les manger, il fallait déchirer le bout et donc se verser la poudre dans la bouche. J'ai moi-même connu des pailles, mais en plastique, qui contenaient de telles poudres acidulées. Je pense pas que ça existe encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause de l'usage et du plastique. Cette pixie stick se trouve être la friandise favorite du jeune fils de notre opticien. Les enfants rentrent chez eux, il est déjà tard, il faut se mettre au lit, mais comme souvent, les enfants qui rentrent de la chasse d'Halloween demandent à manger un ou deux bonbons avant de se mettre au lit. Le père autorise son fils à goûter une partie de son butin et, sans surprise, que c'était ce qu'il préférait, il opte pour le Pixie Sticks. Quand l'enfant lui goûte, il trouve ça étonnamment amer. Puis, après avoir bu pour faire passer le goût, l'enfant se met au lit. Mais il éprouve vite un malaise. 1 heure plus tard, le malheureux garçon est décédé. Le médecin légiste établit qu'il est mort à cause de cyanure. L'enfant aurait ingéré une quantité suffisante pour tuer 2 personnes, et une partie de la poudre du Pixie Sticks a été remplacée par du poison. En fait, le Pixie Sticks était fermé à l'aide d'une agrafe, comme si on l'avait ouvert puis refermé de cette manière. Mais à ce moment-là, personne n'y avait prêté attention. Le jeune fils des voisins, d'ailleurs, n'avait pas réussi à ouvrir son Pixie Sticks à cause de l'agrafe. Il n'y avait donc pas touché. La sœur du jeune garçon décédé non plus. Mais j'aurais pu y passer. On a retrouvé du poison dans chacun de ces Pixie Sticks. Le père de l'enfant décédé a été emmené dans le quartier en question, afin qu'il montre la maison du meurtrier. Mais il se trouve qu'il ne s'en souvenait pas. Il désirait avoir seulement entreaperçu le visage du tueur à travers l'ouverture de la porte. Les policiers insistent et finalement, cet homme les guide vers la bonne maison. Mais l'habitant n'est pas chez lui.
Les policiers se sont rendus sur son lieu de travail, qui était à l'aéroport, avant de l'arrêter. Or, cet homme avait un alibi. Le soir d'Halloween, il était au travail. Sa femme et sa fille étaient à la maison, mais elles avaient éteint toutes les lumières parce qu'elles n'avaient plus de bonbons. C'est aussi une raison pour laquelle on éteint les lumières et on ferme les volets le soir d'Halloween. Les collègues, l'emploi du temps, tout confirme. Présence du suspect sur son lieu de travail. Ça, c'est bizarre. Ça n'est pas tout, on découvre que le père de famille avait récemment contracté des assurances vie pour ses 2 enfants. 20 000 $ par tête, et qui a été faite 1 mois avant Halloween. C'est comme moi, vous avez lu beaucoup d'histoires criminelles et de romans policiers, vous savez que c'est suspect. De plus, cet homme avait appelé les assureurs le lendemain de la mort de son fils pour demander le montant compensatoire. Les officiers fouillent sa maison et trouvent une paire de ciseaux, se trouvaient des résidus de plastique similaires à celui de l'emballage des Pixie Stix. L'homme est arrêté et fait l'objet d'un interrogatoire. Ça n'est pas tout. On sait aussi qu'il s'était rendu dans une université pour poser des questions étranges aux professeurs du style « Qu'est-ce qui est le plus mortel, le cyanure ou un autre type de poison ?» Oui, qui demande ça? Oui, seulement un auteur de romans policiers ou un tueur en série, je suis d'accord. Un homme qui travaillait dans une entreprise de produits chimiques à Houston a dit que cet homme avait essayé de lui acheter du cyanure, mais qu'il avait renoncé quand il a su qu'il fallait acheter 2 kilos minimum. Le 3 juin 1975, notre homme fut reconnu coupable pour le meurtre de son propre fils, et il fut décrété qu'il serait exécuté par chaise électrique. Il sera finalement exécuté de fait le 31 mars 1984. Toutefois, la chaise électrique était alors perçue comme un acte cruel et il mourut d'une injection létale. Mais cette histoire est-elle seulement vraie? À vous de me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi voter sur Instagram et pas besoin de longs discours dans les commentaires, vous pouvez juste m'indiquer vrai ou faux. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Patreon, Tipeee et des Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir un peu dans le mortel.